qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Abéché ou ce qui s'est passé à Abéché avec l'Arche de Zoé, c'est relayé immédiatement. Que quand les troupes colombiennes utilisent le logo de la Croix-Rouge pour une opération de libération des détenus, ça se sait immédiatement dans le continent latino-américain et ailleurs. Quand on expédie, quand on pourchasse les Afghans de Calais, qu'on les met dans des avions et qu'on les renvoie en Afghanistan, ces images passent en boucle sur les télévisions nationales en Afghanistan. Donc, comment, dans un contexte comme celui-là, persuader les Afghans qui regardent la télévision que les troupes françaises sont là pour les aider et pour leur apporter un coup de main? Il y a quand même une question de cohérence. Hein. Et puis, une position qui est plus personnelle, qui est de dire... Aujourd'hui, je crois que le mouvement humanitaire, il est un peu décalé. Il souffre d'un certain anachronisme. Si on reste sur l'analyse qu'il est essentiellement en volume dominé par des acteurs issus des pays occidentaux, et c'est pas tout à fait un hasard, puisque si on reste sur le mouvement des Sans Frontières, il est né à la fin des années 60, on est à la fin des 30 Glorieuses, on est juste après les guerres de décolonisation. C'est pas tout à fait étonnant que ces pays occidentaux, très dominateurs au plan économique, au plan militaire, au plan scientifique, accouchent d'un mouvement qui va s'appeler le mouvement humanitaire. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 50 ans qui se sont écoulés, et tous ces grands équilibres économiques, politiques, etc., ils ne sont plus ce qu'ils étaient à la fin des années 60, et que donc il faut s'interroger sur le fait que faire ce constat, c'est aussi ipso facto dire que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que dans certains pays, je pense à l'Inde et à Medada, mais ça peut être le Brésil, ça peut être l'Afrique du Sud, sont peut-être réunies les conditions qui permettent l'émergence d'acteurs non occidentaux. Parce que je crois que, et on l'a dit à plusieurs reprises dans le débat, et on le retrouve très nettement dans une des études que je vous ai citées, si un des éléments de l'analyse de l'équation, c'est que le mouvement humanitaire est ressenti comme largement dominé par les pays occidentaux, et que aujourd'hui cette situation devient anachronique, alors il faut s'interroger sur comment faire en sorte de sortir de cette équation, et que demain, on ait des humanitaires sur le terrain, qui ne seront plus uniquement occidentaux et à qui donc on ne prêtera pas forcément des arrière-pensées de politique étrangère. Rachid Lalou, justement, vous insistez sur ce dernier point que soulève Pierre Je vais Micheletti. peut-être être un petit peu différent de ce qui a été dit, parce que je pense que l'humanitaire est lié à la richesse. Donc le fait que l'Occident a été à un certain moment riche, c'est lui qui a généré un petit peu cette humanitaire moderne. Mais actuellement, avec des régions qui deviennent riches en Asie, on l'a vu au Moyen-Orient pour l'Afghanistan, je pense qu'on avait vu émerger des organisations dans le désordre plutôt au départ, mais qui s'organisent un peu plus. Donc il y a pas cette exclusivité vraiment de l'humanitaire qu'on peut dire occidental. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je pense qu'on exagère un petit peu. Je rejoins vraiment totalement ce que l'a dit Ronnie, la question de l'insécurité sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas plus d'insécurité aujourd'hui par rapport à avant, sauf qu'aujourd'hui, on a plus d'informations qui est véhiculée, c'est-à-dire plus de visibilité de ce qui se passe. On a également un nombre plus important d'acteurs sur le terrain qu'auparavant, donc la relativité est très importante pour dire est-ce qu'on a plus d'insécurité maintenant qu'avant, et parfois on crée l'insécurité. Je me rappelle de la question du Darfour, c'est qu'il n'y avait pas plus d'insécurité qu'avant, mais pour justifier parfois une intervention, on va créer un environnement d'insécurité pour justifier quelque chose. Ça, c'est un fait. Alors, maintenant, je reviens. Moi, je ne pense pas que si l'humanitaire s'éloigne de l'humanitaire spectacle, que parfois est fait par certaines organisations, on l'a vu même à Haïti, etc., et qu'on soit modeste. Quand on intervient, modeste. Qu'on soit discret. Parce que je ne pense pas que l'affichage est la finalité. Parce que maintenant, on a toujours dit qu'on a besoin d'images pour intervenir parce qu'on a à rendre compte, etc., etc. Donc, l'association de l'humanitaire avec l'image est devenue très, très problématique. Mais cet affichage peut être un élément d'insécurité. Donc, si on est modeste, si on reste discret, si on respecte la dignité, on respecte les valeurs, on respecte la croyance des gens, on respecte leurs coutumes, on essaye de se fondre avec ces gens-là pour les comprendre réellement et leur apporter les vraies réponses. Et pas tout simplement apporter des choses parfois qui ne sont pas adaptées. Et les associer à notre projet. Je pense que parfois, il y a beaucoup d'organisations que l'axe principal, c'est les expatriés d'abord déjà. C'est très coûteux. Et puis après,
on perçoit à ce moment-là que le projet il est extérieur, qu'il n'est pas un projet. Donc associer des acteurs locaux, associer beaucoup de personnel local, et à ce moment-là, c'est notre expérience, on se sent beaucoup plus en sécurité à ce moment-là qu'avant. Je pense que l'affichage volontaire, ostentatoire des organisations peut être certainement associé à un élément de sécurité. Alors j'ajouterai un autre élément également, peut-être qu'au-delà aussi donc on essaye de trouver des solutions pour améliorer la sécurité donc des humanitaires, de tous, toute l'image en tout cas des humanitaires en général, que ce soit les humanitaires occidentaux, les humanitaires locaux, donc c'est tout ce groupe élargi dont on parle. Mais au-delà de ces propres organisations humanitaires, il y a peut-être aussi la question de la responsabilité des États eux-mêmes. C'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, donc dans la première partie, vous l'aviez évoqué, Pierre Micheletti, également Patrick Bruguère, sur la responsabilité des États dont sont ressortissants un certain nombre d'humanitaires, également des États sur le terrain desquels sont développées ces actions humanitaires. Alors peut-être, Patrick Bruguère, vous pouvez réagir sur cette comment les organisations sur place doivent opérer par rapport à ces différentes pressions des États. Si vous permettez, juste pour compléter, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais je crois que c'est vraiment un aspect fondamental, c'est de ne pas faire de division dans la gestion de nos collaborateurs. Très souvent, on a eu deux catégories, au mieux deux catégories, c'est-à-dire il y avait les locaux, les nationaux, les collaborateurs employés, on ne savait plus trop comment les appeler, et puis il y avait les expatriés qui, à quelque part, étaient le fer de lance, ou en tout cas ce que l'organisation mettait en avant comme son fer de lance. Je crois que les exemples récents nous ont prouvé que cette distinction était malsaine et qu'il n'y avait pas lieu de la faire. Pour mémoire, je dirais que depuis 1994, l'action du CICR en Somalie repose sur des Somaliens encadrés par des expatriés, pas le contraire. Je dirais que depuis maintenant 9 mois, dans le nord du Yémen, il n'y a plus un seul expatrié CICR qui a pu mettre les pieds, alors que tant le Croissant Rouge yéménite que nos collaborateurs yéménites sont encore en plein travail sur le nord de ce pays pendant 5 ans en Irak, suite non pas au retrait du CICR, mais au retrait momentané des expatriés du CICR de Bagdad et du sud du pays. Ce sont plusieurs centaines d'employés irakiens qui ont porté l'action du CICR depuis fin 2003, début 2004, jusqu'à, disons, les années 2007-2008. Donc je crois que cette distinction qui peut être abstraite, entretenue, est fausse, et on la vérifie chaque jour dans la réalité. Je crois que ça, il faut vraiment le dire. Et bon, on pourra peut-être revenir après sur sécurité ou insécurité par rapport aux expatriés ou employés nationaux, mais je crois que ça valait la peine de le dire. Par rapport à la question que vous posez sur effectivement les normes, les responsabilités de l'État hôte, effectivement, ça c'est une construction, une démarche, je trouve, que j'ai souvent entendue dans la bouche des Nations Unies. Là aussi, je reviens là-dessus suite à l'attentat d'Alger contre le HCR en décembre 2008. À quelque part, ce qu'on a beaucoup entendu, c'était de dire de la part des Nations Unies que l'Algérie avait failli à son devoir, à quelque part, d'assurer la protection du personnel étranger, on parlait même international, expatrié, qui avait été visé par cette attaque. Évidemment, juridiquement, c'est clair que l'État hôte a la responsabilité première, mais pas seulement par rapport aux humanitaires, mais par rapport simplement à sa population, et puis ensuite aux hôtes, aux étrangers, finalement, aux gens qui résident dans ce pays-là. Je crois que ça, c'est une donnée de fait. C'est quelque chose qui n'a même pas lieu, à quelque part, de mettre en avant. Et à force de chauffer les oreilles aussi d'États, l'Algérie en est un, et d'autres aussi qui se dépatouillent avec des problèmes de sécurité, avec des problèmes sociaux, économiques, politiques incroyables, et que là-dessus on placarde encore le discours en disant vous avez failli avec vos responsabilités, au lieu de regarder un petit peu aussi à l'interne quels ont été possiblement les facteurs qui ont déclenché cette attaque. On charge finalement le dos des États par rapport à ça, et c'est pas par hasard qu'on charge toujours les États qu'on se permettre de charger sans que ça coûte politiquement un grand retour de bâton. Par contre, dans d'autres États, on ne va même pas les citer. Donc je pense qu'effectivement, les choses sont claires. Je ne crois pas que les humanitaires gagnent quelque chose à se lancer dans l'invocation, je dirais, trop importante de ces responsabilités-là. Les États le savent, et je crois que le dialogue entre les acteurs humanitaires, les États et les acteurs non étatiques doivent se faire effectivement sur des sujets qui sont plus directement utiles, je dirais, et moins polémiques, moins politiques,
Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir en premier lieu.